Bonjour, je me présente. Mon nom est Caroline Gravel, conseillère pédagogique en mathématiques au primaire. Aujourd'hui, je vous accompagnerai dans cette vidéo. L'intention de cette vidéo est de survoler avec vous le document Analyse des résultats et pistes d'action en mathématiques au primaire que vous avez reçu. Mon but est également de vous donner parfois certaines précisions quant aux observations que nous avons pu effectuer par rapport à l'échantillon. Nous vous conseillons d'avoir aussi sous la main une copie des tâches pour pouvoir bien suivre, puisque malheureusement, nous sommes limités dans la diffusion des images des épreuves. Donc, pour vous aider dans votre compréhension, on vous conseille vraiment d'avoir également donc une copie des tâches pour vous aider à comprendre nos observations. Puis, pour vous aider à suivre tout au long de la présentation, donc nous avons également indiqué la page de référence du document que vous avez entre les mains en bas à droite des diapos pour pouvoir bien suivre la présentation. Alors, en juin dernier, il y avait une épreuve obligatoire ministérielle en mathématiques au troisième cycle. Donc, c'était une soirée spéciale qui était mise de l'avant. Quant au premier et au deuxième cycle, il n'y avait pas d'épreuve qui était obligatoire. Il y a une nouvelle épreuve qui a été rendue disponible pour le deuxième cycle qui s'appelait Mon nouvel ami. Dans le cas qui nous concerne, donc on va se concentrer uniquement sur la soirée spéciale, donc l'épreuve ministérielle, puisque les autres évaluations étaient uniquement disponibles au choix des écoles. Donc, cette épreuve ministérielle avait une structure semblable aux dernières années. Donc, l'épreuve ministérielle, se divisait en trois parties. Nous avions donc une première partie qui était la situation problème. Nous avions également trois situations d'application ainsi qu'un questionnaire. C'est la combinaison du questionnaire ainsi que des trois situations d'application qui permettait d'avoir le résultat à la compétence 2. Toute cette épreuve donc se vivait sur 3 jours et l'année dernière, donc la pondération a été réduite à 10 Il sera important de consulter le document d'information des épreuves afin de vérifier si notamment la pondération accordée à l'épreuve de janvier et de juin 2025 sera maintenue à 10 ou nous serons à un retour à 20 comme dans les années précédentes. Pour soutenir la correction, donc les enseignants ont eu accès à des capsules vidéo présentant la correction de différents cas d'élèves observés. Et ensuite, les enseignants avaient également la possibilité de s'inscrire à des rencontres de validation de la correction qui ont été offertes pour répondre aux questionnements restants. Donc, les enseignants ont vraiment pu avoir un certain soutien quant à la validation de leur correction. Allons maintenant voir la tâche concrètement. Avant d'aller plus loin, donc je vais juste prendre quelques temps pour vous expliquer les tableaux que vous avez sous la main. Donc, vous retrouvez dans la première colonne les concepts qui étaient susceptibles d'être mobilisés pendant la tâche. Au centre, vous retrouvez les taux de réussite du CSSMI. Et à gauche, vous retrouvez des observations qui ont été tirées de l'échantillon, qui était constitué d'environ 120 copies, ainsi que des pistes de questionnement qui pourraient être intéressantes de regarder en équipe. Il est donc possible que cela ne représente pas la réalité dans votre milieu. Vous devrez retourner dans les tâches avec votre équipe pour aller valider si vous pouvez faire ou non les mêmes observations. Vous avez ici tout de même un point de départ pour aiguiller vos propres observations et pour entamer une discussion. Nous vous invitons à inscrire vos propres résultats donc dans le tableau au centre. Nous vous rappelons que vos taux de réussite école vous ont été envoyés en début d'année par Daphné de Gréchois, secrétaire du SEJ. Donc, commençons avec la situation problème. Donc, la soirée spéciale. Comme je vous disais, donc vous avez d'abord les concepts qui sont susceptibles d'être mobilisés, donc l'opération sur les nombres, la contenance, etc. Donc, ce sont les concepts qui étaient susceptibles d'être mobilisés. Dans cette tâche, on demandait de planifier l'achat de différentes sortes de sauces pour un souper spaghetti. On demandait également aux élèves de penser à la location des tables, à l'horaire de la soirée, ainsi que prévoir le coût total de la soirée spéciale. Il y avait environ une vingtaine de contraintes qui devaient être prises en compte dans les choix selon les différentes étapes de la situation problème. Dans l'ensemble, c'est une tâche qui ressemblait à celle de l'an dernier quant au format et au nombre de contraintes. Pour vous donner une idée, donc les élèves, pour avoir un seuil minimal, pouvaient oublier jusqu'à 5 contraintes ou données. Et pour le critère 2, donc, pouvaient commettre jusqu'à 2 erreurs conceptuelles ou procédurales et 2 erreurs mineures. Sachez que plus de la moitié des élèves se retrouvent dans le A, donc ce qui fait que c'est vraiment une tâche qui a été quand même très bien réussie.
Dans l'ensemble, ce qu'on a pu observer dans la situation problème par rapport à l'interprétation du diagramme. Donc d'abord, le diagramme circulaire ainsi que les représentations des fractions associées ont été très bien réussis dans l'ensemble. Les élèves où ils ont eu un petit peu plus de difficulté, c'est qu'il y avait une seule section du diagramme qui n'avait pas de fraction associée, ici qui était représentée par la section orangée. Certains élèves ont estimé que ça représentait un quart, même s'il n'y avait pas d'angle droit dans la section. Donc, il est à se questionner, est-ce que les élèves ont des stratégies pour déduire mathématiquement les données manquantes d'un diagramme circulaire dans différents contextes? Donc, est-ce que c'est le genre de problème auquel on leur demande de faire face? Donc, c'est vraiment la difficulté qui a été rencontrée, c'est d'aller vraiment déterminer donc la valeur de la portion orangée. Toujours dans la situation problème, donc lorsqu'il est venu le temps de planifier cette fois-ci l'achat des sauces, les erreurs observées étaient souvent associées au format des pots qui étaient différents selon les types de sauces. Donc pour les élèves qui ont commis des erreurs, tous les pots avaient pour quelques élèves donc le même format, donc ils étaient tous soit des pots d'1 litre ou de 2 litres, alors que ça différait selon le type de sauce. Pour d'autres élèves en plus grande difficulté, par contre, les calculs pouvaient être appropriés, donc ils arrivaient au bon résultat, mais perdaient de vue ce que représentait la réponse et ne savaient plus quoi faire par la suite. Donc, on obtenait peut-être un nombre de pots, mais pour eux, on ne savait plus si c'était la quantité de sauce nécessaire, donc il y avait vraiment un mélange à ce niveau-là. Donc, ce qui serait intéressant de se questionner, c'est est-ce que les élèves ont une bonne compréhension du sens de la contenance? Donc, quand on tente de faire ces calculs-là, est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de mettre en relation les données de départ pour ensuite déterminer le calcul que je dois faire? Puis une fois que j'ai fait le calcul, est-ce que je sais ce que j'ai trouvé en fait? Donc, c'est des questions intéressantes là, à se questionner pour vraiment le bien maîtriser au niveau de la contenance. Toujours au niveau de la situation problème, donc une autre erreur, là, en fait, les erreurs les plus observées, là, vraiment, sont en lien avec le concept de composition de nombres. Pour vous donner une idée, donc les élèves devaient trouver une composition de table de 6 places et de 8 places qui permettait de vraiment asseoir 120 élèves. Donc les élèves ne pouvaient pas dépasser par le 120, donc devaient trouver une combinaison. Donc bien que plusieurs combinaisons du nombre total de 6 et de 8 places pouvaient être trouvées pour asseoir 120 personnes, plusieurs contraintes ont souvent été échappées. Donc là, on vous donne par exemple ici, donc un élève qui a réussi, oui, est arrivé à déterminer que j'avais besoin de 16 tables à 6 places, 3 places à 8 places, et lorsque je combine tout ça, j'arrive bien à 120. Par contre, il y a des élèves qui ont trouvé une bonne composition, donc qui est arrivé à 120. Par exemple, je vais prendre 20 tables à 6 places, j'arrive bien à 120, mais à ce moment-là, on n'a pas respecté toutes les contraintes. Donc, il y avait seulement alors 18 tables de 6 qui étaient 18 tables de 6, pardon, places qui étaient disponibles, donc on n'a pas respecté ici la contrainte. Donc, il serait intéressant, les autres, ce qu'on a vu, donc les élèves arrivaient du mal, donc arriver à 120. Donc, est-ce que les élèves comprennent qu'un nombre peut être composé, décomposé de plusieurs façons? Est-ce qu'ils sont à l'aise de trouver plusieurs combinaisons, mais toujours dans le but aussi de respecter des contraintes? Donc, il y a des élèves qui, oui, arrivaient à notre 120, mais laissaient tomber certaines contraintes. Donc, des questions ici intéressantes à se poser. Allons maintenant jeter un coup d'œil aux situations d'application. La première situation, donc le tournoi de soccer, il s'agissait d'une situation de validation, donc c'est à ce moment-là les élèves sont amenés à aller justifier leur raisonnement avec un argumentaire mathématique. Les concepts et processus qui devaient être mobilisés, donc étaient les opérations sur les nombres naturels et décimaux. On retrouvait également de la contenance, tout comme dans la situation problème, et les élèves étaient également appelés à interpréter des données à l'aide d'un diagramme à bande. C'est la tâche ayant le taux de réussite le plus élevé. Dans l'ensemble, les élèves ont bien interprété le diagramme à bande. Les élèves sont généralement parvenus à trouver le prod de graduation ici qui était de 2. Toutefois, certains ont eu de la difficulté à identifier le nombre total d'élèves qui ont participé au tournoi. Donc, plutôt que d'aller prendre chacune des bandes et d'aller faire le total des élèves, les élèves sont allés vraiment prendre l'axe ici vertical et ont pris le nombre le plus élevé, donc ici le 40, comme étant le nombre d'élèves qui avaient participé au total au tournoi. Donc, c'est une erreur là, qui est revenue à plusieurs reprises. Également, plusieurs erreurs mineures ont été identifiées sur les opérations sur les nombres. La multiplication des nombres décimaux fut vraiment l'opération où il y a eu le plus d'erreurs observées.
Et là, ce qui serait important de se demander, c'est est-ce qu'on amène nos élèves à avoir l'habitude d'estimer la réponse attendue avant de calculer, afin d'avoir un regard critique sur la réponse obtenue, notamment sur la position de la virgule. Donc, avant même de se lancer, que ce soit peu importe l'opération, est-ce qu'on amène les élèves à avoir un temps d'arrêt et à estimer la réponse pour pouvoir ensuite avoir un regard vraiment, comme on l'a dit, critique sur la réponse obtenue et se dire que si j'avais 2 fois quelque chose à faire puis je me ramasse avec 800, probablement que mon opération doit avoir une petite difficulté. Toujours dans le tournoi de soccer, donc les élèves devaient ici à 2 reprises appliquer le concept de contenance. Dans l'ensemble, les élèves ont bien réussi à l'appliquer. Toutefois, ici, il faut quand même retenir que les élèves étaient appelés à arrondir à l'unité suivante pour déterminer le nombre d'éléments à acheter. Ce type de situation est quand même souvent utilisé pour travailler la contenance. Donc, c'est souvent des contextes devant lesquels on soumet les élèves, donc qui ont eu peut-être une certaine facilité. Donc, bien que le concept ici a été bien réussi, il serait quand même important de s'assurer que le concept soit travaillé à travers différents contextes en cours d'année. Donc, par exemple, il faut parfois amener à arrondir dans certains contextes à l'unité inférieure et non toujours en boîte à acheter et que je dois acheter, par exemple, 2,4 boîtes. Donc, je sais que je devrais acheter 3 boîtes automatiquement. Dans l'ensemble, par contre, on doit vraiment féliciter les élèves. Là, les élèves ont recouru à une argumentation qui était très rigoureuse pour justifier leur réponse. Je dirais même parfois trop, dans le sens où il y avait même tendance des fois à utiliser plus d'un argument, donc d'aller par exemple comparer les nombres et en plus d'aller donner la partie manquante. Mais trop, c'est comme pas assez, mais en même temps, on aime bien avoir des argumentations qui ont été ici très rigoureuses. Donc, félicitations aux élèves à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des animaux de la jungle, donc une deuxième situation, celle-ci qui était une situation d'action. Donc, les concepts et processus qui étaient susceptibles d'être mobilisés, donc on avait ici la représentation de fractions, on avait des opérations sur les nombres, on avait ici le sens des opérations, donc la comparaison qui est également évaluée, le pourcentage ainsi que les élèves devaient interpréter des données à l'aide d'un diagramme circulaire. Dans l'ensemble, les élèves parvenaient à bien comprendre la première partie de la tâche qui consistait à déterminer le nombre d'animaux pour chacune des zones. Ce sont surtout des erreurs mineures qui ont été notées pour cette partie, donc par exemple des erreurs mineures sur la fraction ou sur le sens de la comparaison. Toutefois, une erreur qui est revenue, c'est que plusieurs élèves ont oublié une zone, donc surtout celle de l'océan, puisqu'il n'y avait aucun calcul à faire pour déterminer le reste des animaux dans la jungle. Donc, ils ne sont pas arrivés au bon total puisqu'ils ont oublié une partie à prendre en compte, donc une partie du tableau pour laquelle il n'y avait pas nécessairement de manipulation à faire. En général, les élèves sont parvenus à bien interpréter le diagramme circulaire. Toutefois, certains ont eu de la difficulté à déterminer le tout. En effet, bien que les élèves avaient déterminé qu'il y avait 80 animaux dans la zone de la jungle, plusieurs ont repris les 300 animaux au total pour l'ensemble des zones, plutôt que de prendre uniquement la zone de la jungle, alors que pourtant c'était quand même tout bien précisé à 2 reprises, donc dans le texte ainsi que dans le titre du diagramme. Donc, là où il serait intéressant de se questionner, est-ce qu'on a tendance en cours d'année à présenter des contextes où le taux de référence est toujours donné? Donc, est-ce qu'il y a toujours de dire, par exemple, ici, voici les élèves, les 34 élèves de la classe, et là, on doit appliquer le diagramme circulaire. Mais surtout, est-ce que c'est toujours le plus gros nombre? Donc, parce qu'ici, dans ce cas-ci, les élèves sont vraiment allés se rattacher aux 300 parce que ça représentait le plus grand nombre, mais est-ce qu'un tout veut dire nécessairement le plus grand nombre? Nous avons également pu observer que plusieurs élèves ont eu du mal à appliquer le concept de pourcentage. Ici, effectivement, certains ont eu du mal à savoir comment procéder parce qu'ils souhaitaient trouver une fraction équivalente, mais malheureusement, avec les nombres en jeu, n'y parvenaient pas. Donc, par exemple, j'ai 60% que je veux amener sur 80, donc le passage de 100 à 80 était plus difficile. Ici, ça demandait une certaine flexibilité ici pour, par exemple, savoir si je devais réduire la fraction ou je pouvais peut-être passer d'un pourcentage à une fraction équivalente. Donc, plusieurs ici, élèves ne sont pas arrivés à faire preuve de cette flexibilité et certains ont même eu besoin de l'intervention de l'enseignant. Donc, ça a été vraiment le concept là, qui a été le plus difficile. Donc, ce qui serait intéressant de se questionner, c'est est-ce qu'en cours d'année, plusieurs stratégies sont travaillées simultanément lorsque le concept de pourcentage est en jeu? Donc, justement, pour que les élèves puissent avoir
plusieurs cordes à leur arc, hein, dans le sens où savoir comment procéder. Donc, si je suis pris dans un certain contexte, j'ai juste appris qu'il fallait que je fasse, par exemple, une fraction équivalente, mais avec les nombres en jeu, j'y arrive pas. Donc, ce serait intéressant de travailler peut-être plusieurs stratégies pour que les élèves puissent vraiment savoir donc laquelle est la plus simple selon le contexte présenté. Lorsqu'on parle justement de stratégies qui sont enseignées parfois aux élèves, nous voulons quand même souligner qu'on a noté plusieurs élèves qui ont recouru au produit croisé ou à la multiplication par un nombre décimal pour déterminer le nombre d'animaux de chaque type dans la jungle. Je vous rassure, on le sait que ça permet d'arriver au bon résultat, sauf que c'est quand même important de se questionner parce que cette façon de faire-là ne permet pas toujours une réelle compréhension conceptuelle. Plusieurs élèves se perdaient là, dans les calculs, ils ne savaient pas nécessairement à quoi ils arrivaient, donc ça serait important quand même de se questionner, est-ce que c'est la meilleure stratégie à enseigner aux élèves dans ce cas-ci? La dernière situation d'application, donc la cour de l'école Papillon, donc était une autre situation d'action. Celle-ci, on devait d'abord opérer sur les nombres, on en avait un retour sur la contenance, on avait de l'air et du périmètre, et on avait tout ce qui était par rapport aux longueurs, donc estimation et mesurage. C'est malheureusement la situation d'application qui est la moins bien réussie. Et lorsqu'on regarde les résultats, nous font vraiment observer de grands écarts entre les résultats. Donc, c'est très, très bien réussi ou c'est des élèves qui ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Somme toute, donc, chez les élèves qui ont eu un A ou un B, donc les élèves ont très bien dégagé dans l'ensemble les mesures manquantes à partir des données fournies pour chacune des sections avec des traces de calcul et des annotations faites au plan. À l'inverse, malheureusement, pour les élèves en plus grande difficulté, peu de traces étaient présentes pour cet aspect du problème. Donc, dans la page de gauche, là, par exemple, peu de traces étaient laissées dans le plan pour les aider à aller trouver, par exemple, la hauteur de la zone de la course. Donc, vraiment, là, des élèves ont laissé peu de traces et ont eu besoin aussi beaucoup d'aide là, de la part, beaucoup d'intervention de la part de l'enseignant. Donc, c'est vraiment là, la plus problématique, là, c'est vraiment au niveau du mesurage. Donc, il serait intéressant de se questionner, est-ce que les élèves sont amenés à estimer des mesures en cours d'année? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont partagées en grands groupes pour lorsqu'on arrive, par exemple, justement, lorsqu'on fait ce type d'exercice, est-ce qu'on fait des retours en groupe pour se partager comment on y est arrivé? Est-ce que les élèves sont parfois appelés aussi à dégager des combinaisons de mesures possibles d'un quadrilatère à partir d'une aire ou d'un périmètre donné? Donc, par exemple, ici, comme dans la situation, donc on avait une certaine section qui avait un certain aire, et il fallait ici ensuite aller déterminer les mesures possibles du côté. Donc, est-ce que c'est le genre d'exercice qu'on fait également en cours d'année? Ensuite, le concept de contenance fut bien réussi dans cette situation, bien que les élèves l'ont appliqué à partir des périmètres et des sections, là, donc plutôt que par rapport à l'air, mais somme toute, la contenance était bien réussie dans le cours papillon. Et comme ça a été quand même mentionné un petit peu plus tôt, donc plusieurs élèves en grande difficulté ont eu vraiment besoin d'intervention de l'enseignant afin de vraiment comprendre la tâche. On a eu besoin de beaucoup de soutien là, pour appliquer les concepts et processus ici en jeu. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les 3 situations d'application. Portons maintenant un bref regard sur le questionnaire. Donc, vous avez entre les mains le taux de réussite, donc en lien avec le résultat final du questionnaire. Bien sûr, nous avons analysé chacune des questions du questionnaire pour déterminer les taux de réussite pour chacune des questions. De votre côté, donc, je vous rappelle que vous n'avez peut-être pas les mêmes observations dans votre école. Il sera important d'aller réouvrir vos copies avec votre équipe pour voir si la réalité est la même dans votre milieu. Nous vous invitons à consulter la page 7 pour avoir davantage de détails concernant les questions les moins bien réussies, les erreurs les plus observées, ainsi que des pistes de questionnement pour soutenir davantage les élèves dans l'appropriation de ces concepts et ces processus. Somme toute, donc, les questions les moins bien réussies, donc pour lesquelles moins de 70% des élèves de l'échantillon ont réussi. Donc, les questions les plus problématiques, donc, côté la question de calcul mental au niveau de la multiplication de la division. Au niveau de la fraction, d'aller trouver le tout. Décomposition en facteurs premiers, priorité des opérations, donc un classique d'année en année, hein, donc se questionner sur le fameux PEMDAS, est-ce que ça amène une certaine difficulté au niveau des élèves? Donc, il y a des élèves qui oublient ensuite l'ordre n'est pas nécessaire là, entre la multiplication et la division, par exemple, mais je dois vraiment y aller dans l'ordre de la chaîne d'opération.
Il y a également le plan cartésien, donc la gestion du zéro qui a été complexe. Les élèves ont également eu de la difficulté au niveau des triangles, donc il y avait ici plusieurs contraintes à respecter au niveau du triangle, donc souvent on avait une des deux contraintes là, qui était respectée. La quantification de la probabilité ainsi que l'interprétation d'un diagramme à ligne brisée fut aussi complexe, mais vous allez trouver donc à la page 7 là, vraiment davantage de précision quant aux erreurs les plus fréquentes et également donc sur des pistes à aller observer. Du côté des questions les mieux réussies, donc là où 85% des élèves de l'échantillon les ont réussis, donc les calculs mentaux au niveau de l'addition et la soustraction ont été bien réussis. Les élèves ont bien compris les puissances, tout ce qui concerne les nombres entiers. Les termes manquants ainsi que l'arrondissement de nombres décimaux fut bien réussi. Au niveau des opérations sur les fractions, ça a été également bien réussi pour le niveau des élèves. Passer d'une forme d'écriture de nombre à un autre, la mesure d'angle et le numéro au niveau des cercles fut parmi les questions les mieux réussies. Donc, bien sûr, lorsqu'on peut regarder donc les résultats au fil des ans, donc je suis à la page 9 du document, donc je vous rappelle toutefois d'avoir un certain regard critique tant qu'à ces résultats, parce qu'on n'a quand même pas les mêmes épreuves d'une année à l'autre. Le nombre de tâches était aussi différent, donc dans les dernières années, on avait 3 situations d'application, alors que dans les années précédentes, on avait jusqu'à 6 situations d'application. Puis aussi, il faut retenir que c'est pas toujours les mêmes concepts et processus qui sont mobilisés par rapport par exemple au questionnaire. Donc, il faut quand même être prudent là, lorsqu'on compare, mais somme toute, là, donc vous voyez quand même que oui, il y a une petite baisse, il y a un petit écart, mais somme toute, là, on est quand même là une très belle réussite là, au niveau de l'évaluation donc de juin 2024. Donc, en conclusion, donc au regard là, de ce qu'on a pu voir, on veut quand même noter une certaine amélioration concernant la distinction entre l'aire et le périmètre. On a observé beaucoup moins de confusion par rapport aux années passées. Toutefois, il y a quand même des difficultés qui persistent, particulièrement chez nos élèves en grande difficulté. Tout ce qui concerne le sens de la multiplication, de la contenance est vraiment plus problématique, comme on l'a vu tantôt dans la courbe papillon, donc trouver des mesures implicites d'un quadrilatère à partir de d'autres données reste complexe. L'opération sur les nombres décimaux, la composition de nombres, la recherche d'un tout, les traces qui sont parfois très implicites sur les élèves en difficulté, donc beaucoup de difficultés à aller voir ce qu'ils maîtrisent, ainsi que la priorité des opérations. Le calcul mental est aussi problématique, comme on l'a vu tantôt avec le questionnaire, au niveau de la multiplication et de la division. Donc, on pense que ce serait vraiment intéressant de se questionner, de se positionner, puis de vraiment travailler pour que les élèves arrivent vraiment avec une meilleure maîtrise des stratégies associées à ces opérations mentales, parce que ça peut être aidant. Donc, par exemple, avant d'effectuer, comme on le disait tantôt, des calculs, ça peut être plus facile si on arrivait à estimer un résultat. Donc, ainsi, les élèves pourraient vraiment valider des résultats obtenus, particulièrement dans les opérations associées au nombre décimaux, comme on a donné un exemple tout à l'heure. Donc, vraiment, là, ça pourrait être intéressant de travailler davantage le calcul mental parce que ça pourrait avoir un impact, là, bref, là, sur d'autres aspects et non uniquement sur la question du calcul mental. Bref, on tient également à souligner que l'aide apportée à l'élève est considérée dans l'évaluation et on encourage les enseignants à continuer de cette façon-là parce qu'elle permet de ne pas laisser l'élève devant une page blanche et permet d'évaluer, bien sûr, d'autres concepts que les élèves puissent maîtriser. Donc, au risque de me répéter, donc la présentation qui vient d'être réalisée, c'est vraiment les observations qu'on a pu faire au niveau de l'échantillon. Maintenant, c'est maintenant le temps d'aller voir ce qui se dégage dans votre milieu, donc d'aller davantage forer les résultats pour aller voir vraiment qu'est-ce qui cause problème. Et à la fin du document, donc à partir de la page 12, vous avez vraiment des pistes de questionnement pour soutenir l'analyse des résultats en mathématiques, mais dans votre milieu. Donc, vous retrouvez différentes questions vraiment pas à pas pour aller vous guider. Donc, par exemple, on va se questionner d'abord, c'est quoi la tâche qui a été la mieux ou la moins bien réussie? Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de questions-là? C'est quoi les concepts qui ont causé problème aux élèves? Donc, oui, on a peut-être le résultat global, mais maintenant, allons ouvrir puis allons voir les concepts qui ont causé problème et vous retrouvez donc en dessous de chacune de ces grandes questions-là des pistes aussi à aller voir. Donc, par exemple, des fois, de dire, maintenant qu'on a mis le doigt en équipe sur le concept qui a causé problème, est-ce que les éléments, par exemple,
exemple, la PDA qui sont préalables à ce concept-là sont travaillés? Est-ce qu'on fait le tour des différents éléments qui doivent également travailler? Est-ce que les erreurs, c'était plus par rapport à des stratégies, donc par rapport à la gestion de contraintes? Donc, vraiment, vous retrouvez aux pages 12 et 13 là, des questions qui pourraient vous soutenir là, dans cette étape. Alors, avant de vous quitter, donc on vous rappelle qu'il y a tout de même des épreuves qui sont réservées donc pour l'année 2024-2025. Donc, c'est pas une annonce sur le plan, mais sur des épreuves qui sont réservées. Donc, on demande quand même à ce qu'elles ne soient pas utilisées. Donc, au niveau du premier cycle, on a Lancelot le Chevalier. Au deuxième cycle, Mon Nouvel Ami. Et au troisième cycle, malheureusement, on ne connaît pas encore les épreuves ministérielles qui sont autorisées à des fins pédagogiques. Donc, on vous invite à aller consulter le catalogue là, pour vraiment avoir l'information qui est à jour. Et vous pourrez ainsi vraiment là, savoir ce qui est utilisé. Et on vous rappelle donc qu'il est important de s'y référer parce que même si on a des vieilles copies d'années antérieures qui ont été conservées, il est interdit d'y recourir si elles ne figurent pas dans la liste qui est autorisée. Alors, en espérant que cette capsule vous a permis d'avoir vraiment un éclairage sur les grandes lignes des observations qui ont été faites, n'hésitez pas donc de nous joindre, donc que ce soit moi, Caroline Gravel, ou encore ma collègue Myriam Larue, tous deux conseillères pédagogiques de mathématiques, nous fera plaisir donc de vous soutenir dans cette analyse-là que vous ferez peut-être maintenant dans votre milieu. À bientôt!